Bonsoir, bienvenue dans votre émission hebdomadaire Studio Lacan. « Je est un autre », écrivait Rimbaud à 16 ans dans un poème célèbre. L'identité est-elle plus solide aujourd'hui, réflexe refuge contre une certaine dissolution des repères et des limites dans nos sociétés, ou paradoxalement, l'identité n'est-elle pas également plus liquide, soluble dans la désorientation générale? Pour explorer cet aspect, nous nous intéresserons pour le divan dans le monde au TDI, trouble dissociatif de l'identité, avec le docteur Renaud Mascret et Quentin Dumoulin. Ensuite, Barbara Bertoni, pour l'actualité de la psychanalyse, explorera une citation de Lacan sur le sentiment de soi, qui met en lumière comment les mécanismes de constitution de l'image chez l'être humain interviennent dans les vacillations de l'identité. Le TDI, le trouble dissociatif d'identité, est un trouble clinique rare mais spectaculaire dont les racines plongent dans l'étrangeté produite par la figure du double et la multiplication possible des reflets. Ces phénomènes ont donné lieu à de nombreuses œuvres artistiques, du roman de Stevenson Dr. Jekyll et Mr. Hyde au film plus récent de Night Shyamalan, Split, qu'on peut traduire par Divisé, qui est sorti en 2016 et qui a remporté un très grand succès, mettant en scène un personnage aux 24 identités distinctes. Nous débattrons avec deux invités ce soir de l'histoire de la catégorie clinique du TDI, de l'influence réciproque entre ces phénomènes de division de l'identité et l'époque où ils s'inscrivent, des issues et thérapeutiques à ces troubles auxquels sont plus particulièrement sensibles les adolescents et jeunes adultes et qui s'accompagnent le plus souvent d'une grande souffrance. Docteur Renaud Mascret, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychiatre et vous travaillez en pédopsychiatrie au CMP de Reuil-Malmaison dans le 92. Quentin Dumoulin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue clinicien, maître de conférence à l'Université Côte d'Azur à Nice et vous avez écrit « Clinique avec le numérique, autotraitement, médiation et partenariat transférentiel » paru en mars 2024 aux éditions InPress. Vous avez également publié avec Pierre Boni, dans l'Évolution psychiatrique, un article de référence sur le TDI, paru en janvier de cette année et intitulé « Le TDI, du nouveau dans la division subjective, point d'interrogation » et qui est consultable en ligne. Alors, Quentin Dumoulin, dans cet article que vous avez donc coécrit sur le TDI, vous relevez avec pertinence que la catégorie clinique du TDI a une histoire. Les phénomènes de dissociation sont anciens et se manifestent sous différentes formes selon les cultures et les époques. Par exemple, les phénomènes de possession ou, dans un autre registre, le délire d'illusion des sosies, décrit par Capgras au début du XXe siècle. Alors, concernant le TDI plus particulièrement, il apparaît donc dans le DSM-4 en 1994, mais un trouble similaire, le TPM, le trouble de la personnalité multiple, était recensé dans la version précédente du DSM, le DSM-3, et la version de 1980. Alors, comment s'explique cette évolution du nom de ce trouble où le terme d'identité a remplacé celui de personnalité?
Merci pour votre invitation. Bon, c'est toute la question autour de ces classifications diagnostiques. Finalement, qu'est-ce qui les fait évoluer ? Vous mentionnez le changement de 80 à 94 DSM-3, DSM-4, des TPM, troubles de personnalité multiples, au TDI, troubles dissociatifs de l'identité. Et en fait, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a peu, voire pas de progrès clinique, d'avancées scientifiques ou médicales à ce sujet, que c'est bien plutôt des enjeux politiques, sociétaux, voire judiciaires qui ont provoqué ce changement. Et effectivement, ce qui peut être intéressant d'interroger à partir de ce trouble, c'est ce vocable d'identité qui aujourd'hui résonne tout particulièrement dans le lien social et qui a remplacé ce terme de personnalité qui avait conduit à différents problèmes médico-légaux, on va dire. Ian Hacking, sociologue, a écrit un livre qui s'appelle L'âme réécrite, où il fait l'histoire de la débâcle des TPM et comment finalement ce sont les tribunaux américains qui ont mis une limite à l'odyssée du TPM dans les classifications de l'Association américaine de psychiatrie. Vous pouvez peut-être expliquer pourquoi les tribunaux ont mis cette limite ? Parce qu'il y a eu notamment l'affaire Billy Milligan qui a inspiré le film Split, dont vous parliez. Ouais. Qui est une adaptation très hollywoodienne de la problématique de la dissociation, qui est bien plus large. On avait un certain nombre de problèmes, des gens qui disaient avoir été abusés, enfin une personnalité dont ils étaient porteurs avait été abusée, d'autres qui disaient, donc c'était le cas de Billy Milligan, ne pas avoir abusé eux, mais que c'était une de leurs personnalités qui avait commis l'agression. Et d'autres enfin qui disaient que les victimes, celles qui se présentaient comme victimes, étaient en fait victimes de troubles de la personnalité et donc se trompaient de personnalité dans les accusations qu'elles donnaient. Donc il y a eu comme ça des accusations de fausses accusations. Et évidemment, les juges, à un moment, ont mis le holà, parce que le métier du juge, c'est quand même de faire émerger la vérité dans le processus juridique. Et donc, face à ça, face à ces expertises, ils ne pouvaient plus décider quelque chose. Bon. Merci Quentin. Renaud Mascret, vous qui travaillez en pédopsychiatrie, vous nous avez dit lors du moment où on préparait un peu cette émission que finalement ce trouble était plutôt rare en France. En tout cas, les ados ne l'adressent pas forcément quand ils sont pris en charge. Et il semble davantage faire florès aux États-Unis, ce dont d'ailleurs témoigne le vocabulaire très anglicisé des jeunes qui en parlent. Pour autant, comme Quentin le disait à l'instant, le phénomène de dissociation en lui-même, qui apparaît dans d'autres syndromes, et même pour tout un chacun dans certaines conditions, les jeunes que vous rencontrez peuvent l'éprouver et en témoigner. Pourriez-vous d'une part expliquer peut-être succinctement ce qu'est la dissociation, et notamment les sous-ensembles des réalisations et des personnalisations, et d'autre part un peu nous dire comment les ados que vous recevez en parlent-ils? Merci de m'avoir invité également. Alors, oui, peut-être pour faire vite, ces questions de ce qui se joue derrière la dissociation, c'est cette question, à un moment donné, d'un sentiment d'étrangeté, de non-reconnaissance de soi, d'une perte de repère par rapport à quelque chose qui pourrait faire l'unité du sujet, avec d'un côté le sentiment d'être étranger à soi-même, ou que quelque chose d'étranger à soi-même vient surgir, ou de quelque chose d'une perte de contact avec la réalité et des sentiments d'étrangeté par rapport à comment pouvoir être au monde et en lien à l'autre. Vous évoquiez en effet tout à l'heure cette question du TDI, de comment est-ce qu'elle est venue résonner ou pas dans la clinique. C'est vrai qu'il y a quelques années, la question des haltères, par exemple, était un peu plus présente. Les haltères, pour expliquer, c'est chacune des identités, voilà. C'est le terme utilisé par les jeunes pour chacune des identités qui est censée s'exprimer. Et il y a quelque chose qui s'est un petit peu... Alors je ne dis pas que ça n'existe plus, hein, mais il y a quelque chose, en tout cas dans la clinique au quotidien, quelque chose qui s'est un petit peu gommé, comme si dans le TDI, le T et le I étaient passés au tamis et restait cette question de ce signifiant, dissociation, et avec
et voilà peut-être le premier petit décalage, une appropriation par les adolescents qui viennent en séance et qui commencent à conjuguer en leur nom le verbe dissocier. Voilà, avec une nomination, je dissocie ou j'ai dissocié. Donc ça, c'est ce que vous entendez dans votre clinique. Et avec quelque chose dans, justement, le fait de se l'approprier, qui n'est pas comme un étendard diagnostique revendiqué. Je suis celui qui dissocie, et je me retrouve avec d'autres autour de moi, d'autres pairs qui, eux aussi, sont ceux qui dissocient. Mais vraiment plutôt quelque chose qui vient permettre d'accrocher, à un moment donné, d'épingler la possibilité de nommer cette étrangeté qui leur tombe dessus et dont ils ne sauraient pas trop quoi dire, quoi faire. Ça nomme un phénomène d'absence Ça permet de venir tenter, si ce n'est de répondre, en tout cas de commencer à pouvoir entourer quelque chose d'un vide, une forme de gouffre, de béance, de néant dans lequel on risque de plonger sans avoir rien à en dire. Oui, alors donc il y a un versant de la dissociation qui tire plutôt du côté du multiple, si je puis dire, du surgissement de d'autres identités, d'autres alters ou personnalités pleines, complètes, comme c'était d'ailleurs le cas déjà lorsqu'on parlait de possession. Mais donc il y a un autre versant là que vous pointez qui tire plutôt du côté de l'absence, de l'étrangeté, du vide, de la vacuité, du néant. Alors est-ce que vous seriez d'accord donc avec cette opposition et comment expliquer donc que le terme de dissociation puisse recouvrir ces phénomènes aussi distincts? Peut-être Quentin. La dissociation a aussi une histoire en psychiatrie. Ça a été tout un débat entre les différentes écoles françaises, allemandes, italiennes. Enfin, on a parlé de séjonction, de dissociation, on parle de division, Freud parlait de migration de conscience. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de phénomènes cliniques qui ont été décrits, qui effectivement, il y avait une pluralité, une diversité de ces nominations-là, qui aujourd'hui convergent vers ce syntagme-là de dissociation que met vraiment en avant le TDI. Et la question, effectivement, c'est qu'est-ce que ça recouvre pour un sujet voilà, qu'est-ce que ça vient dire? Sachant que c'est peut-être le paradigme de la folie, finalement, la dissociation. C'est peut-être le paradigme de cette inquiétante étrangeté de la folie que ce qu'on appelle aujourd'hui dissociation. C'est-à-dire de sortir de son corps, d'être soudain un autre. Il y a peut-être quelque chose d'assez radical dans ce que ça peut provoquer dans l'imaginaire, ce terme-là. Et qui témoigne de la division du sujet, mais d'une division qui a le plus tendance aujourd'hui à vouloir être refusée, ou le plus possible mise à l'écart, voilà, unifiée. Et c'est comment se débrouiller du sujet divisé dans quelque chose qui doit à tout prix être un. C'est là le paradoxe du TDI, parce que d'un côté, il y a la dissociation, et de l'autre côté, il y a l'identité. Donc la dissociation, il y en a plusieurs, et l'identité, précisément, elle est une et unique. Et c'est souvent dans vouloir rejoindre ça, ce un et unique, qui fait fi de cette division, de cette pluralité, de ce morcellement de la conscience, cette pluralité des identifications, qui fait que le TDI en lui-même a un aspect paradoxal. Mais en effet, il y a voilà, ces identités qui sont presque des personnages, enfin, avec un certain nombre de traits, où il y a cette utilisation « je dissocie » pour évoquer, au contraire, un vide. Donc, est-ce que c'est la même division? Voilà, c'est une question qu'on peut tout à fait se poser. Oui, peut-être qu'il y a un autre signifiant qui serait utile de nommer là, et justement dans l'attrait de ce qui se joue derrière le TDI, c'est qu'il y a quelque chose de fascinant là. Il y a une fascination assez spectaculaire de tenter de pouvoir aussi apporter une réponse un peu spectaculaire à quelque chose de bien mystérieux dont il ne peut pas trop se dire. Et ce qui me semble venir de plus en plus se nommer avec les ados en consultation aujourd'hui, c'est justement
qu'ils arrivent à la consultation parce qu'il y a eu un petit pas de côté, c'est que de cette fascination première, il y a quelque chose qui ne tient pas. Et donc, il y a quelque chose qui ne vient pas comme réponse. Et c'est ce petit pas de côté qui permet aussi de venir commencer et à pouvoir faire exister une vacuité dont on ne sait trop que faire, mais aussi la possibilité de venir prendre la parole en son nom et non pas au nom commun d'une classification qui viendrait regrouper tout le monde. Alors là, vous abordez aussi la question de la prise en charge. Je pense qu'on va revenir dessus. Mais comme on était en train d'explorer cette vacuité, ce vide, peut-être peut-on évoquer la question de la causalité, puisque c'est un registre aussi qui est abordé donc lorsqu'on évoque donc le TDI, donc on s'interroge sur la causalité, et la causalité qui est évoquée, c'est la causalité traumatique qui est systématiquement donc invoquée à propos du TDI, d'un trauma dans l'enfance dont le souvenir pourrait être retrouvé, remémoré. Malheureusement, quand bien même donc des traumas bien réels peuvent être retrouvés, les identifier ne permet pas de les supprimer pour autant, ni non plus les troubles qui en découlent. Alors, qu'en pensez-vous de ce registre de la causalité traumatique? Peut-être Quentin Dumoulin. La question du trauma, elle est aussi à la racine des TPM, des troubles de la personnalité multiple, parce que c'est toutes ces accusations, mais qui ont été très loin, puisque donc ça, on parlait de rituels sataniques, d'enlèvements extraterrestres, c'est-à-dire des moments traumatiques à l'origine ou causant la multiplication des personnalités. Et effectivement, aujourd'hui, le modèle psychotraumatique, qui est une sorte de causalité psychique en 2D, sans épaisseur, est vraiment au centre du modèle, d'un des modèles principaux du TDI qu'on décrit dans l'article. La conséquence, c'est une sorte d'aplatissement des différentes scènes qui peuvent exister, cohabiter dans la conscience. Vous parliez d'abus réels. Le cas de Freud, paradigme du trauma, c'est le cas Emma, et c'est sur un cas d'abus réel. Elle a été réellement abusée, mais cet abus réel fait exister deux scènes, mais qui regardent la même personne. C'est-à-dire, c'est Emma qui vient consulter, et en retrouvant ça, quelque chose du symptôme se lève. Donc voilà, il y a ce paradigme freudien d'un côté, et il y a les extrapolations aplaties, j'ai presque envie de dire, qui en sont faites avec ces modèles psychotraumatiques, où tout symptôme aura une causalité stricte qu'il faudrait retrouver pour l'annuler. Mais bien sûr, la clinique est beaucoup plus subtile que ça. Oui, docteur Mascret, peut-être vous pouvez aussi... Voilà, est-ce qu'il n'y a pas un point de blocage aussi à se centrer complètement sur la question traumatique, quand bien même le trauma existe? Ou en tout cas, c'est comment en effet l'aborder. C'est toujours cette question ou du tout cognitif ou du tout social, enfin, d'une causalité qui serait toujours extérieure au sujet et qui vient surtout mettre complètement de côté la question du sujet de la conscience et que oui, c'est la question de la dimension subjective, il y a bien du vécu de l'événement qui est... C'est ça, il y a quelque chose quand même dans le fait qu'un événement tout traumatisant qu'il puisse être va venir faire trauma pour le sujet ou pas, voilà, en fonction de la rencontre avec un fantasme, cette réalité. Mais là, donc, suivant ce modèle, c'est ce qui est soutenu, c'est que ça provoquerait une dissociation. C'est ça, le trauma, l'événement traumatique, pour évoquer le TDI. Ça serait dans la clinique du trauma, il y a cet effet dissociatif au moment du trauma lui-même. Voilà, Oui, mais c'est un rabattement. C'est-à-dire que c'est ce que vous disiez, il y a une dimension de tout s'explique. On va retrouver, on peut retrouver ça, etc. Et on peut réunifier. C'est vraiment un refus, un rejet de l'énigme, c'est un rejet de la question, c'est un rejet finalement de ce qui fonde une subjectivité en tant qu'elle n'est précisément pas toute une identité, mais qu'elle constitue par un manque, par quelque chose qui lui est retiré, ou quelque chose qu'elle va poursuivre, etc. C'est toute cette quête-là qui est interdite. Alors Quentin Dumoulin, le diagnostic de TDI, il paraît quand même peu posé en France actuellement. Il semble plutôt provenir d'un autodiagnostic par les jeunes qui s'informent, qui en sont informés par les films ou les réseaux sociaux. Il y a des chaînes YouTube, par exemple, sur cette question du TDI.
on pourrait dire que c'est une espèce de tentative quand même de nomination de difficultés opaques qui traversent chacun, hein, mais eux aussi. Quand on les écoute en parler sur les réseaux, sur ces chaînes YouTube, on entend que, par exemple, les identités distinctes peuvent incarner des émotions ou des positions différentes, voire contradictoires en soi-même. Elles viennent finalement mettre en scène différentes, ce qu'on appelle motions pulsionnelles, qui peuvent paraître contradictoires et qui n'arrivent pas justement à se regrouper dans une unité. Donc vous parliez tout à l'heure des travaux de Ian Hawking. Vous avez particulièrement travaillé justement cette question de l'influence des réseaux sur la connaissance et la diffusion de ce trouble. Est-ce que vous pourriez un peu développer ces travaux? Est-ce que vous en avez pensé, amené? Le succès du TDI, je le redis, il n'est pas dû à une avancée médicale, scientifique ou même statistique. Le DSM-5, les auteurs sont assez... ils disent soit c'est très rare, soit c'est très fréquent, soit c'est surdiagnostiqué. Il y a vraiment quelque chose de flou sur le plan épidémiologique. Par contre, il y a un succès indéniable du terme qui dit quelque chose de l'époque. Et c'est vrai que dans l'article, on l'a pris comme ça, le TDI, c'est-à-dire un témoin de questions qu'on a aujourd'hui dans le malaise, dans la civilisation, sur l'identité, sur le conflit, sur la façon dont on peut se débrouiller de tout ça. Après, les réseaux, effectivement, ont participé du succès actuel du TDI. Et dans les témoignages qu'on a pu recueillir, dans les patients qu'on a pu recevoir, ce qui se disait beaucoup, c'est l'aspect mortifère, voire morbide de ces activités en boucle sur les réseaux, où on voit toujours la même vidéo qui dit plus ou moins toujours la même chose, et dans un effet comme ça aussi de boucle. Et le terme de boucle est emprunté effectivement à Ian Hawking, qui parlait des boucles entre les classifications et les gens que ces classifications classent, qui ont un effet sur ces classifications. Et donc le succès du TDI, c'est ça, c'est-à-dire que il y a eu une proposition médicale, des psychiatres, des classifications qui ont été appropriées par des gens, mais sur un mode aujourd'hui où les gens qu'on voit arriver en consultation, en tout cas, s'en sortent plus avec ça. Donc on en parle plus sur les réseaux que dans les hôpitaux psychiatriques de ce TDI, en quelque sorte. Je ne sais pas si on en parle plus. En tout cas, disons peut-être qu'on en parle forcément différemment. Parce que tant qu'on en parle sur les réseaux, il n'y a pas de nécessité ni de demande à aller vers la rencontre avec un psy par rapport à quelque chose qui pourrait commencer à venir exister en tant que demande et l'émergence d'une position subjective, de venir dire, dans ce qui vient faire cette catégorie où je suis censé me retrouver, je ne m'y retrouve pas complètement. C'est ces ados-là qu'on rencontre. Oui. Ceux qui s'y retrouvent complètement ne viennent pas. C'est justement une question que je voulais vous poser. Il y a l'effet donc de ces discours là qui circulent sur les réseaux, ces diagnostics, on pourrait dire prêts à l'emploi. Et il y a aussi par ailleurs une pléthore d'offres d'identité, si je puis dire, donc grâce au réseau, et cela peut bien évidemment aussi avoir une fonction. Mais on constate aussi qu'elles peuvent en quelque sorte éloigner le sujet de ce qui le singularise. Alors, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qui change dès lors qu'une souffrance est adressée à un soignant en particulier? Peut-être docteur Mascret, si vous voulez rebondir sur cette question. Mais déjà, ce qui va changer, c'est qu'il y a quelque chose qui s'adresse. Et qu'à partir de là, dans ce qui peut s'adresser, et donc qui peut être entendu, il y a quelque chose de venir faire exister et de donner consistance à cette parole-là, d'une parole qui n'est pas une parole de masse et de catégorisation, mais vraiment d'une parole, d'un sujet qui vient tenter de se débrouiller de la souffrance qui l'assaille. Et à partir de là, dans le fait de donner intérêt, et surtout pas de venir mettre ça d'emblée de côté, et ce dont vous me parlez là, c'est pas le sujet, parlez-moi d'autre chose, ça c'est ce qui est le meilleur moment. Il faut l'accueillir. Il faut l'accueillir, et en l'accueillant, justement,
c'est le début du nuage de la possibilité de transfert et que quelque chose puisse venir faire symptôme et se traiter sous transfert. Oui, le maître mot que vous utilisez, c'est celui de transfert. Peut-être, Quentin Dumoulin, vous voulez rebondir aussi sur ce terme. Oui, faut peut-être se poser la question à l'envers, c'est-à-dire, il y a tout sur les réseaux, il y a tout sur Google, ChatGPT c'est tout. Pourquoi les gens s'adressent encore à des humains? Pourquoi ils vont encore pousser la porte des hôpitaux, des psys, etc. Oui, il faut prendre les choses par l'autre bout, vous avez raison. On peut s'étonner de ça, quand même. C'est vrai qu'il y a une plainte souvent de dire, mais les gens arrivent avec leur autodiagnostic. Oui, mais ils viennent précisément l'adresser à quelqu'un qui n'est pas un robot, qui n'est pas une machine. Il y a encore ce goût-là, malgré tout, dans notre société, pour s'adresser à quelqu'un en chair et en os. Il y a quelque chose, visiblement, que la machine ne prend pas en charge. Une nécessité. Qui s'impose pour les sujets, oui, qui viennent nous voir. Mais justement, celle de la facticité, finalement. Enfin, celle de la facticité de notre identité. C'est ce dont témoigne aussi ce trouble particulièrement. Enfin... Pour en revenir au TDI, effectivement, ce que j'ai entendu, moi, c'est des gens qui viennent se plaindre... Ils ont trouvé des réponses, mais ils viennent poursuivre quelque chose de leur question. Et précisément, sous transfert, dans la clinique, on ne va pas proposer des réponses prêtes à porter, on va élaborer cette question pour élaborer un faire avec cette question, mais pas la rabattre, pas la boucher. Ce qu'avait provoqué l'utilisation de ces boucles numériques et ce qui les a... à un moment soutenu et à un autre pas assez, et ce qui les a motivés à venir rencontrer... Boucle numérique, vous parlez de... Boucle numérique, c'est cet effet entre le sujet prend la parole pour une audience et reçoit son propre message sous une forme inversée, mais immédiatement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de cette inversion précisément qui ne se fait pas complètement. Inversé ou du côté du même? On peut se demander. Il y a un effet miroir qui est notable, ça c'est sûr, mais en tout cas, boucle numérique, pourquoi on parlait de dimension morbide ou mortifère, c'est parce qu'il y a cette répétition sans cesse du même qui revient. Mais il y a quelque chose qui n'est pas reçu, il y a quelque chose qui ne fait pas fonction, et finalement, ce que ça dévoile, c'est que la question de l'identité... elle reste toujours à poursuivre, et donc soit on fait du 1 et du 1 et du 1, on poursuit les vidéos, soit on prend une autre voie, et pour certains sujets, c'est cette autre voie à un moment qui s'impose à eux. Et de cette autre voie émerge la possibilité d'un symptôme et d'un dire autour de ce symptôme, et voilà peut-être ce que j'abordais au tout début, dans l'usage de ce verbe dissocier, que le sujet s'approprie et conjugue en son nom, c'est qu'est-ce que moi je peux venir inventer, quelle va être ma trouvaille autour de ce signifiant-là qui m'est tombé dessus pour que j'en fasse quelque chose qui vient vraiment avoir un effet de bordage de cette vacuité. C'est vrai que c'est intéressant le passage du « j'ai un TDI » qu'on peut entendre sur les réseaux et le « je suis dissocié » du sujet qui vient s'adresser à vous dans votre clinique. Parce que dans ce moment-là, il y a quelque chose qui est un vrai point d'appui par rapport à le mystère et le mystère angoissé de l'incompréhension que ça peut être de se confronter à un bouleversement qu'on n'arrive pas à nommer. Dans cet effet de nomination et de bordage, plutôt que de risquer de disparaître dans cette angoisse-là, il y a quelque chose d'un début, d'une possibilité de venir dire je m'absente de moi-même, plutôt que je me néantise. Et cette absence-là permet aussi de mettre un peu l'angoisse à distance, même de mettre l'angoisse à distance, et a des vrais effets, me semble-t-il aussi, de protection du passage à l'acte. Ce que les réseaux sociaux... De cette nomination un peu, qui laisse un peu d'espace. C'est ça. Il y a un trou, mais un bord, qui... Ce qu'il faut noter, il y a assez peu d'études accessibles, je trouve, sur le TDI. Celles que j'ai pu consulter, quand même, montraient qu'il y avait de très nombreuses... pathologies associées au TDI, le plus souvent sévères quand même, et en particulier des idées ou des passages à l'acte suicidaire. Et ce qui est curieux, c'est que la multiplication des identités se propage ou s'accompagne aussi, pour ces jeunes qui en témoignent sur les réseaux,
d'une multiplicité des diagnostics autres, borderline, bipolaire, au fil des consultations des différents psys. Voilà, enfin, cette multiplicité finalement gagne d'autres terrains et voilà, je me demandais dans quelle mesure ça témoignait pas d'une grande solitude de ces sujets. Oui, il y a plusieurs questions. Bon, sur les études du TDI, effectivement, mais c'est un symptôme général du DSM, hein, la comorbidité et la loi des diagnostics du DSM. Alors on peut presque se demander si le TDI, c'est pas finalement une sorte de convergence du symptôme DSM, c'est-à-dire que le TDI permettrait de regrouper sous une même identité tous les symptômes du DSM. On pourrait avoir tous les... Bon. Mais chaque identité pouvant se revendiquer voilà, d'un TADA, de tel ou tel diagnostic. Bon. Mais... Bon, c'est le cas pour n'importe qui d'ailleurs. Hein, vous lisez le DSM, vous reconnaissez dans tous les... C'est ça. Et pour revenir tout à l'heure à notre discussion sur l'étanchéité ou pas entre les hôpitaux d'un côté et les réseaux de l'autre, il faut bien voir quand même, les hôpitaux et puis la société en général, c'est de moins en moins étanche, et tant mieux. Et il faut voir que Thomas Insel a quand même dit il y a quelques mois là que donc Thomas Insel, l'ancien directeur du NIMH, du ministère de la Santé aux États-Unis, a dit que il se rendait compte aujourd'hui que toutes ces recherches entre cerveau et statistique, qui étaient vraiment le nœud que représentait le DSM, il dit ça n'a pas aidé les patients. Hein. Et donc quand même cet aveu est fort, et aujourd'hui on va aller vraisemblablement vers un autre paradigme, lequel pour l'instant rien ne se profile. Oui, dans un mouvement de dépathologisation qui est le mouvement actuel de la société. Bien, bon, nous allons devoir arrêter ici donc ce débat passionnant. Merci d'être venu parler avec nous et nous allons passer maintenant à la rubrique Actualité de la psychanalyse. Bonsoir Barbara Bertoni. Vous êtes psychanalyste et vous exercez à Paris. Vous allez commenter pour l'actualité de la psychanalyse une citation de Lacan qui éclaire ce phénomène du TDI, trouble dissociatif de l'identité. Je cite « Le sujet s'identifie dans son sentiment de soi à l'image de l'autre ». Alors oui, cette phrase se trouve dans le texte Propos sur la causalité psychique de 1946, dans les écrits. Lacan l'affirme à propos du transitivisme, où le sujet ne fait pas la différence entre lui-même et l'autre. Cette réaction, le transitivisme, dit-il, apparaît chez l'enfant dans la phase primordiale lorsqu'il prend conscience de lui-même. Cela implique une indifférenciation entre le sujet et l'autre, une sorte de collage à l'image de l'autre où le sujet se confond avec lui en miroir pour un moment. C'est par exemple le cas de l'enfant qui frappe un autre enfant et pleure, se plaignant d'avoir été frappé. Alors, trouve-t-on ailleurs chez Lacan une conceptualisation de la constitution du sujet en relation avec l'autre, le semblable ? En effet, dans le texte « Le stade du miroir comme formateur de la fonction du jeu telle qu'elle nous est révélée dans l'expérience psychanalytique » de 1949, Lacan déclare, je le cite, qu'il suffit de prendre le stade du miroir comme une identification au sens plein que l'analyse donne à ce terme. Fin de citation. Ce stade représente pour Lacan, comme son titre l'indique, le formateur de la fonction du jeu, qu'on pourrait situer chez l'enfant âgé de 6 à 18 mois. Face au miroir, l'enfant retrouve son image et se reconnaît en elle. Lacan signale la jubilation de l'enfant à contempler l'image de son unité. En se regardant dans le miroir, il ne voit plus des fragments de corps, mais un corps tout, unifié, une totalité. Vous mentionnez le registre imaginaire et l'autre, mais cela suffit-il pour une reconnaissance en tant que telle de son image ? Non, cette constitution par identification à l'image reflétée dans le miroir correspond en effet au registre imaginaire. Mais dans le texte, Lacan poursuit son développement en signalant qu'il ne s'agit pas que de cela, le registre symbolique étant décisif. L'enfant reconnaît le corps de l'autre qu'il voit au miroir comme le sien parce qu'il y a un autre avec un grand A
en tant qu'instant symbolique de médiation et de reconnaissance, en tant que lieu de la parole également. En parent, par exemple. Oui, voilà. L'enfant se dirige vers l'autre qui introduit le « tu es cela », qui marque le sujet. La parole de l'autre permet au sujet de s'y reconnaître, de s'y identifier. L'ordre symbolique soutient donc l'expérience imaginaire. C'est un passage d'une image fragmentée du corps, d'un corps morcelé, à l'unité orthopédique qui commence à partir d'une image et qui continue avec l'introduction de signifiants à partir du discours. Alors, quelle est la différence entre le stade du miroir et le transitivisme dont relève la phrase que vous avez choisie? Alors, le stade du miroir est un moment décisif pour la constitution du sujet, où l'autre qu'il perçoit dans le miroir, c'est lui. Que se passe-t-il lorsqu'il est face à d'autres sujets? Le sujet, tout en se reconnaissant, se différencie des autres. Mais quand le sujet ne fait pas la distinction entre lui-même et l'autre, lorsqu'il attribue à l'autre des actions menées par lui-même ou à l'envers, c'est là qu'on parle de transitivisme. Il est captivé par l'autre, il s'y identifie pleinement. C'est très parlant chez les petits-enfants, mais peut aussi se produire chez tout sujet face à certaines expériences. Alors, Barbara Bertoni, en quoi cela concerne-t-il l'actualité, et plus particulièrement notre thématique? Alors, nous sommes à un moment où les images des corps circulent, sont au premier plan, surtout à partir de l'adolescence, où l'utilisation des réseaux sociaux, pour beaucoup de sujets, s'avère massive. Que ce soit par les propres publications ou par le visionnage de posts des autres, les adolescents sont confrontés à une quantité sans fin d'images et de vidéos. La recherche de points d'identification, de ressemblance, comme aussi bien de différence, se fait par ce biais-là, avec la primauté de l'imaginaire. La captation que cela peut produire, voire l'engouffrement, est à prendre au sérieux. L'identification dans son sentiment de soi à l'image de l'autre dont parle Lacan peut s'avérer flagrante pour certains avec les réseaux sociaux. D'autre part, et pour faire le lien donc avec notre émission d'aujourd'hui, il me semble que lorsqu'il s'agit d'une multiplicité d'altères, donc c'est un terme que j'emprunte au témoignage des sujets qui se logent dans ce diagnostic TDI, donc lorsqu'il s'agit d'une multiplicité d'altères, chez ce même sujet, ce sont des images, mais pas uniquement, puisqu'il s'agit d'altères avec différentes personnalités, qui se retrouvent à cohabiter, à apparaître selon les moments. Elles donnent au sujet l'impression d'y être captif, de disparaître derrière ces personnalités. Certains parlent d'un sentiment d'être spectateur de leur vie, les altères prenant le dessus. Ici, le sujet ne s'identifie pas dans son sentiment de soi à l'image de l'autre, mais se dédouble en plusieurs personnages qui parlent en lui, pour lui et malgré lui. Le sentiment de soi se trouve alors altéré et les identités multiples répondent désormais à la place du sujet unifié. Merci Barbara Bertoni pour cette chronique passionnante. C'est à présent la fin de notre émission. Merci de l'avoir regardée. Studio Lacan revient samedi prochain à 18h30 pour une nouvelle émission.